Bonsoir. La chasse à l'homme continue ce soir dans la région du Puy-en-Velay, la Haute-Loire, pour essayer de retrouver... 24 août 1977. Deux hommes, Pierre Conti et Stéphane Viopécat, braquent une banque. Leur fuite sur les routes d'Ardèche est un carnage. Pierre Conti tue un gendarme, puis un père de famille et son fils. Il disparaît dans la nature. En 1980, Conti est condamné à mort par contumace. On dit qu'il est vivant et qu'il revient parfois en Ardèche. Alors vous êtes où, vous? Eh ben moi je suis là, ici. Et Pierre Conti? Pierre Conti, Ici, ici. Voilà. Voilà. Un gamin au grand sourire, Pierre Conti. Un môme dont l'avenir logique est celui de l'industrie, car ici, quartier Beauvert à Grenoble, il y a les usines, Nerpic, La Viscose, Caterpillar. Le père Conti est ouvrier, communiste, syndicaliste et un brin soifard. C'est aussi un résistant qui s'est battu dans le Vercors. Alors, le fils est fasciné par les histoires du maquis que le paternel raconte, les soirs d'euphorie. Il l'avait pris pour lui. Toute cette philosophie, il l'avait pris pour lui. Prise pour lui. Quel âge, ça, ouais. 10-12 ans, oui. Ouais. Oui, très tôt, bien sûr. On a été un peu baignés par ça, parce que nos parents nous racontaient la fin de la guerre, la résistance. Entre usine et alpage, l'adolescent choisit très vite son idéal de vie. Les années 60 débarquent et une chanson fait basculer le destin de Pierre Conti. 2 chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre nous, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, qu'il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Jean Ferrat, pour lui, c'était quelqu'un. Ah oui, il chantait la montagne. La montagne, pour Pierrot, c'était C'était son hymne. c'était son hymne. Ouais. C'est un peu la chanson de Jean Ferrat, La montagne, qui l'a incité à aller là-bas, en Ardèche. Jean Ferrat l'a inspiré beaucoup dans sa démarche, je pense. Pierre Conti a 20 ans. Il part en Ardèche, le pays d'adoption de Jean Ferrat. Nous sommes en 1967. Le fils d'ouvrier grenoblois devient un pionnier du retour à la terre. En 1969, il crée une communauté rurale et libertaire sur les hauteurs de Chanéac, au lieu dit Rochebesse. Rochebesse, un hameau, presque une ruine, perdu quelque part en Ardèche, à plus de 1000 mètres, non loin du gerbier de Jon. Il y a 8 ans, en 1969, Rochebesse disparaissait sous les ronces et les genêts. Abandonné depuis 10 ans par ses habitants descendus dans la vallée moins hostile, le hameau se mourait lentement. Alors, ils sont arrivés. Pierrot d'abord, de Grenoble, où il était ouvrier. Puis Maïté et ses enfants, un peu plus tard Hélène et Jean-Philippe, Ben et Cathy, et enfin Bébert. Ils avaient une vingtaine d'années, ils sortaient de mai 68 qui les avait en quelque sorte révélés à eux-mêmes. Jo Perly et Jacques Torlet ont bien connu Pierre Conti. Perly et Torlet se sont installés en Ardèche dans les années 70. Les liens entre communautés voisines étaient alors très solides. Je fais de l'ordinateur, j'accompagne mes enfants. Ce qui nous liait entre nous, c'est qu'on avait des choses en commun, c'était d'être à la campagne, quoi. Et puis on avait des relations économiques entre nous, c'est-à-dire on échangeait ce qu'on avait, soit au niveau du travail, soit au niveau des récoltes. Il y avait ceux qui voulaient refaire le monde, les révolutionnaires un petit peu, comme Rochebesse. Pierre Conti. Pierre Conti, il y avait le mouvement hippie qui venait d'Amérique, donc il y avait ceux-là qui étaient plus ou moins cool, qui voulaient retrouver la terre, l'écologie, etc. Pouvoir des fleurs. Oui. Alors pour... Et puis il y avait aussi, j'ai connu des communautés qui étaient religieuses, plus ou moins c'était des gars comme nous, bon, barbus, chevelus, mais qui avaient des... Plus mystiques. Religieux, mystiques, ouais, on peut dire ça. Allez devant. Pierre Conti voit ses rêves d'adolescent devenir réalité. Le maire de Chanéac l'a autorisé à défricher des terres abandonnées et à faire revivre le hameau en ruine de Rochebesse. Conti se veut le leader d'un groupe paysan et révolutionnaire. Travailler en usine, c'est pas forcément agréable. Travailler à la chaîne, c'est pas forcément agréable non plus. Ici, on s'y retrouve, on est bien. On est paysans dans l'âme, je pense aussi. Hein.
Je pense qu'on est agriculteur, si vous voulez. On est agriculteur, éleveur, on aime les bêtes, on aime le travail qu'on fait. Si j'aimais travailler en usine, j'y serais resté, c'est tout. L'objectif est de créer une zone de vie autonome, autogestionnaire. C'est la résistance, si chère à Conti. La résistance à l'exode rural, au départ des agriculteurs qui deviennent fonctionnaires et mangent le poulet aux hormones, comme le chante Ferrat. Au bout de quelques années, pourtant, les ennuis commencent. Ceux dont ils occupent les maisons et exploitent les terres ne l'entendent pas de cette oreille. Les propriétaires ou leurs héritiers veulent récupérer leurs biens. Certains pour vendre, d'autres pour planter des pins. Ça rapporterait beaucoup d'argent, même si ça doit tuer la terre. Le maire d'un village voisin, lui, installerait volontiers un village de vacances. Mais pour cela, il faudrait que Pierrot et ses copains s'en aillent, et ça, c'est une autre affaire. Les agriculteurs n'aiment pas ces chevelus qu'ils appellent les bourrus et dont les chèvres broutent leurs prés. Pour sa part, Conti n'est pas un tendre, il a des armes et il s'en sert. J'en pense qu'ils m'ont volé mes biens. Et voilà qu'est-ce qu'ils ont passé. Il m'a fallu partir de là-haut. Et ils m'ont ramassé mon foin. Et ils m'ont ramassé mon foin que moi j'y étais là-haut. Je lui ai dit, vous croyez de me faire peur, Conti, vous ne me faites pas peur. Et puis allez-y, ça sera tout fini, mes ennuis seront finis au moins comme ça. Si vous avez le courage de me le donner, moi j'ai le courage de le recevoir. Mais il a mis son fusil sous son bras et s'est en allé là-bas. Ça s'est passé en 1976, le pré de Ginet, des Ginets de Soutron, là, que mon père l'avait loué. Ils ont été fauchés le fouet, on a averti la gendarmerie, on est monté pour ramasser le fouet, on s'est fait sortir à coups de carabine. Et dans un pré qu'on louait. Et personne n'a rien fait. Il sortait le fusil de temps en temps? Conti? Ouais. Oh oui, c'était courant. Mais pour faire quoi? Pour intimider les gens surtout. Pierre Conti se veut donc ouvrier de la terre, mais pas seulement. Face à l'hostilité du voisinage, il affirme ses idées révolutionnaires. Il cache des armes, des explosifs notamment volés près de Grenoble. C'est l'époque des Brigades Rouges, de la bande Abadère et d'Action Directe. Conti, lui, s'imagine en Che Guevara du Sud-Est. Il ne partira pas. Pour nous, il n'est pas question de partir de toute façon. Que ce soit par la force ou non, on ne partira pas. On a trop investi ici. Hein. On investit humainement, bon, matériellement aussi, en argent par exemple, ainsi de suite. Mais surtout humainement d'ailleurs. On est vachement attaché au coin. Puis ce qu'on fait ici, c'est vrai que ça nous plaît terriblement, quoi. Alors on ne partira pas de toute façon, quoi. Ou les pieds devant, mais c'est tout, quoi. Mais au mois de juin 1977, une lettre arrive à Rochebesse. C'est l'arrêté d'expulsion. Conti est dans une impasse, il n'a plus un sou. Fin août, il se coupe les cheveux, se rase la barbe et envisage un braquage aux confins de l'Ardèche et du Gard. À Chanéac, le maçon Pierre Chétion croise alors un Conti imberbe. Et alors en rasant sa barbe, il est venu comme une feuille de papier cigarette, tout blanc. Moi je l'ai connu, mais mon frère ne l'a pas connu. Vous dites... Puis il a bu 2 pastis et puis il est reparti. J'ai dit à mon frère, tu l'as connu? Non. J'ai dit, c'est Conti. Oui, c'est Conti, c'est pas Conti, ça penses-tu? Mais la madame, l'affaire aubergiste, la madame Carle, elle l'avait bien connu aussi. Pourquoi il s'était rasé? Il s'était rasé pour aller faire le con. Pour que personne ne le connaisse pas. Ils sont allés faire le crédit agricole là-bas à Villefort. À Villefort. Villefort en Lozère, 24 août 1977. Il fait très chaud. Sous les arbres, on joue à la pétanque. Personne ne fait attention aux 2 hommes, Pierre Conti et Stéphane Viopécat, qui entrent au Crédit Agricole. Scénario habituel, les gangsters entrent, armes au poing, dans une succursale de Crédit Agricole. Ils s'emparent de 4 millions de centimes, enferment les témoins, et puis ils s'enfuient, jusqu'au moment où ils sont interceptés par les gendarmes. Là, c'est le drame. À 18h, la DS croise à vive allure une fourgonnette de gendarmerie. Les malfaiteurs viennent de s'engouffrer sans le savoir dans une souricière. Ils font alors demi-tour et se retrouvent nez à nez avec des gendarmes ignorant tout de ces étranges promeneurs. Je m'attendais à voir arriver un des occupants de la voiture de ce côté. En fait, il est arrivé par derrière. Voilà. On vous a désarmé? Alors, je me suis retourné, on m'a désarmé et on m'a plaqué contre le véhicule.
30 ans plus tard, le même endroit. Pour la première fois, le gendarme Henri Klins revient ici. Pierre Conti est descendu de voiture, il a pris le PM qui était à sa droite, le pistolet mitrailleur, il l'a mis à la hanche et il a tiré une rafale sur le gendarme Luxac. Le gendarme a été atteint de 6 cartouches dans le ventre, on va dire dans une cible de la taille d'une boîte de cirage, quoi. Moi je trouve refuge directement derrière l'estafette et d'un seul coup j'ai entendu derrière moi quelqu'un qui disait « lève les mains, bouge pas ». Moi, je me suis retourné face au gars qui me tenait en respect et il m'a dit « tire-toi ». Alors je suis parti de ce côté, ici, et j'ai sauté dans le... Je pense pour donner le change, Stéphane Viopécat a eu cette lueur d'intelligence de faire semblant de me tirer dessus, quoi. Et donc il a tiré au moins 2 coups de feu, 2 ou 3 coups de feu, quoi. Donc moi je me suis couché plus bas derrière les arbres. La course effrénée de Conti et de Viopécat se poursuit sur les routes sinueuses du département. À Pont-de-la-Baume, près de Vals-les-Bains, un barrage de gendarmerie contraint les 2 hommes à emprunter le chemin qui mène au hameau de Niègle. En plein virage, c'est l'accident. Ensuite, il y a M. Malos qui est arrivé de suite derrière. Alors quand ils ont vu cette voiture, ils ont sorti leurs armes, ils nous ont dit de lever les mains. On a levé les mains, on les a écoutés. Et il y en a un qui est le chauffeur, il est allé vers M. Malos, il a dit de lever les mains, de sortir. Et comme M. Malos allait s'exécuter, à ce moment-là, le bandit a ouvert la porte et il a tiré 4 coups de revolver à bout portant. Et ensuite, ils se sont occupés de vous. Et après, il y avait Viopécat qui était juste en face de nous. Et Conti a dit à Viopécat de s'occuper de nous. À ce moment-là, Viopécat a tourné son arme vers moi. Il a commencé à tirer. Moi, je me suis baissé. Et je me suis sauvé juste de ce côté-là. J'ai pris ce petit chemin qui est à droite. Michel Vérinck, comme le gendarme Klins, est un rescapé. Mais Cyprien Malos et son fils Roland sont abattus. Pierre Conti, 3 fois meurtrier, devient aussitôt pour la presse populaire le tueur fou de l'Ardèche. On n'a toujours pas retrouvé la trace des auteurs du hold-up de Villefort. Pourtant, la police poursuit activement ses recherches. Elles ont même revêtu une certaine ampleur aujourd'hui. Les recherches pour retrouver les tueurs de l'Ardèche se poursuivent toujours. La police est certaine maintenant. Les recherches cafouillent. Les 2 fuyards ont disparu. Stéphane Viopécat vers le nord, Pierre Conti peut-être vers l'Italie. Il faudra 2 mois pour retrouver le premier en Hollande. Quant à Conti, on ne l'a plus jamais revu. Son ombre plane toujours sur l'Ardèche. C'est surtout une grosse cagade, quoi, parce qu'ils ont fait le choix des armes, ils n'étaient pas obligés de le faire. Rien les obligeait à faire le choix des armes. Ça a été la stupidité de l'espèce humaine dans toute sa splendeur. Pierre Conti s'est volatilisé. Il aurait bénéficié de protection. Au procès de Privas en 1980, il est jugé par contumace et condamné à mort. Stéphane Viopécat, défendu par Maître Badinter, sauve sa tête. Il écope de 18 ans de prison ferme. Mais le procès n'a rien changé au malaise qui pèse aujourd'hui encore sur cette affaire. En Ardèche, le mystère Conti est tenace. La cavale sanglante de l'été 77 est dans toutes les mémoires. L'affaire Conti, c'est quelque chose de un peu fondateur dans l'inconscient collectif ardéchois. C'est l'affaire où l'assassin qui vient de l'étranger, bien sûr, parvient à s'exfiltrer dans des circonstances extraordinaires, en faisant un pied de nez à l'autorité, ce qui n'est pas pour déplaire non plus trop aux Ardéchois. Voilà, c'est